If you make yourself more than just a man, if you devote yourself to an ideal, and if they can't stop you, then you become something else entirely. Which is? Legend, Mr. Wayne. Comment naissent les légendes ? Ces images ont été tournées pendant l'édition 2007 de la BlizzCon, qui est une convention de jeux vidéo organisée chaque année par Blizzard pour promouvoir ses jeux, et durant cette édition, entre 2 présentations de jeux et devant plus de 10 000 personnes, ils ont invité ce mec à monter sur scène. Alors il travaille pas pour Blizzard, il n'est pas éditeur ou développeur, et pourtant presque tout le monde dans la salle ce jour-là le connaît. Il s'appelle Ben Schultz, son nom vous dit probablement pas grand-chose, mais si vous avez joué à un moment ou un autre à World of Warcraft, alors vous connaissez sûrement le nom de son personnage en jeu. The man, the myth, the legend, you know him, you love him. Is that enough descriptors? I think that'll work. Yeah, how's it going, guys? 2 ans plus tôt, Ben Schultz joue son paladin du nom de Leroy Jenkins, et avec 9 potes de sa guilde, ils sont en train de s'attaquer à l'un des donjons haut niveau de World of Warcraft, le sommet du Pic Roche Noire. Et dans ce donjon, il y a une salle que tout le monde redoute, c'est la salle des œufs. Dans cette grande pièce, il y a un boss, une grosse créature draconique, mais il y a surtout des dizaines d'œufs de dragon qui sont prêts à éclore dès que quelqu'un ou quelque chose les effleure. Du coup, c'est la salle avant laquelle, généralement, on se pose un moment et on réfléchit à la meilleure tactique à adopter. We're going to need divine intervention on our mages, so they can AE. So we can of course get them down fast because we're bringing all these guys. Le problème, c'est que pendant que son groupe est en pleine réunion stratégique, Ben Schultz, lui, il n'est pas derrière son clavier à écouter le plan. Il est parti chercher à bouffer. Et quand il revient derrière son ordinateur, les doigts gras pleins de wings de poulet, alors que le groupe est finalement tombé d'accord sur la tactique à adopter pour pas se faire trucider dans la prochaine salle, Ben reprend le contrôle de son paladin et il fait ça. Alright, thumbs up. Ready, guys? Let's do this. Leroy Jenkins! Oh my god, he just ran in. Save him! Oh geez, stick to the plane! Oh Jesus, let's go. Stick to the plan, Shove! Stick to the plane! Oh gee, oh fuck. God damn it, Leroy! God damn it. Leroy, you moron! Leroy! Geo-move. This is I'm on ridiculous. it. So mass. I'm down, forking down. God damn it. I got killed before I could remove him. this. God. Leroy, you were just stupid as hell. At least I have chicken. Cette vidéo a explosé l'internet de l'époque. À un moment où World of Warcraft était déjà un phénomène mondial, le fait de voir ce personnage qui décide de foncer dans le tas sans faire cas du plan de ses alliés, c'est devenu un mème tellement historique que ça a depuis éclaboussé sur toute la pop culture. So let's... Leroy Jenkins! Oh my god, he just ran in. Let's go! On trouve des références à Leroy Jenkins dans énormément de jeux vidéo, dans Dark Souls, dans Mass Effect, où par exemple le Caporal Jenkins est le premier soldat à mourir dans le jeu, même chose dans Duke Nukem Forever avec cette scène. On trouve aussi des références plus ou moins subtiles dans de nombreuses séries. What is your plan? It's known as the Leroy Jenkins. Let's do this. Barney Osterhaus! Laverne Robert! Quant au personnage de Ben Schultz, il a été évidemment intégré dans World of Warcraft comme PNJ, comme nom de haut fait, il a eu sa carte sur Hearthstone, et même si son créateur a fini par admettre en 2017 que la vidéo originelle était en fait une mise en scène qu'il avait organisée avec ses potes, Leroy Jenkins est définitivement entré dans la légende. Pourquoi est-ce que je vous parle de ça déjà ? Ah oui, Donjons et Dragons. Il y a quelque temps, quelqu'un demandait en commentaire s'il était déjà arrivé quelque chose de similaire dans Donjons et Dragons. Si une joueuse ou un joueur avait déjà laissé un tel impact ou fait un move tellement iconique pour qu'on lui propose ensuite d'immortaliser son personnage dans l'univers officiel du jeu. Is that even possible, Sam? Yes, but at what cost? Dans les années 80 et 90, Donjons et Dragons avait pas exactement bonne presse chez une partie de la population américaine. Après 2 faits divers tragiques sur lesquels les médias s'étaient particulièrement acharnés, les associations conservatrices en avaient profité pour se déchaîner sur le jeu et l'associer à des pratiques sectaires et sataniques, ce qui, dans l'Amérique de Ronald Reagan, a tout de suite été pris très au sérieux. For instance, one case, the parents were actually saw their child summon Dungeons and Dragons demons into his room before he killed himself. Ça a
tellement été pris au sérieux que dans les éditions suivantes de Donjons & Dragons, presque toutes les mentions visibles au diable et aux démons avaient disparu, histoire de calmer un peu le jeu. Ce phénomène, on l'a appelé la satanique panique, ça a même débordé un peu sur la France, avec des émissions comme Bas les masques qui à l'époque avaient bien matraqué l'image du jeu de rôle. À ne pas mettre entre toutes les mains. Alors c'est pas le sujet aujourd'hui, et j'ai déjà prévu de consacrer une future vidéo à toute cette époque charnière qui est passionnante, mais je voulais juste remettre ce truc-là en contexte, parce que 20 ans après s'être fait accuser de satanisme dans tous les sens, lorsqu'en 2017 les gars de Donjons & Dragons ont annoncé une nouvelle campagne officielle qui allait avoir lieu dans les enfers et où il faudrait passer des pactes avec des diables, on a un peu eu l'impression qu'ils voulaient prendre leur revanche. Descente en Averne, votre mission est de délivrer une cité prisonnière de la première strate des enfers. Et pour ça, vous allez être amené à côtoyer tout un bestiaire d'anges déchus, d'archidiables et de princes démons. Et parmi tous les individus peu fréquentables qui peuplent l'endroit, il y a Arkhan le Cruel, un paladin drachéide avec une main chelou qui est plus ou moins le lieutenant de la déesse dragon Tiamat. Il vit dans une grande tour gardée par une armée de morts-vivants et de dragons, entourée par des serviteurs qui semblent tout droit tirés de la couverture d'un album de métal des années 90. Sauf que, avant d'avoir pu installer son petit pied-à-terre au milieu des pires enflures des 9 enfers, notre ami Arkhan a commencé son histoire beaucoup plus modestement, sur la fiche personnage d'un simple joueur de D&D. Et pour comprendre comment ce personnage a mérité sa place dans une campagne officielle du jeu, et à la droite du plus célèbre méchant de D&D, il va falloir planter le décor, poser le contexte, et présenter les acteurs de notre histoire. Let's just play, all right? I don't have a character for you. I don't care. I just want to play the game. I don't need a character. I think you do. Just put me in the stupid game now. Ringards ou même vus comme dangereux dans le passé, les jeux de rôle redeviennent un incontournable pour vivre des moments en famille. Alors, qu'est-ce que c'est que le jeu de rôle? C'est tout simplement une hallucination collective. Bon, soyons sérieux. C'est le plus beau jeu du monde. Sans aucune hésitation. Ok, depuis au moins une dizaine d'années, tout le monde s'accorde à dire que le jeu de rôle sur table, ou le jeu de rôle papier, connaît un renouveau. On parle beaucoup de Stranger Things, qui a fait connaître le concept à pas mal de gens. On voit aussi l'impact du succès de Baldur's Gate 3, qui se passe dans l'univers de D&D, le film Donjons & Dragons de l'année dernière, la démocratisation des logiciels permettant de jouer en ligne comme Roll20. Mais le meilleur moyen de faire découvrir et comprendre ce qu'est le jeu de rôle à quelqu'un qui n'y connaît rien, ça reste de montrer des gens qui jouent. Et pour ça, il y a les Actual Play. Et bonjour et bienvenue À la bonne auberge. Et aujourd'hui, on va jouer à Donjons & Dragons. Que ce soit en anglais ou en français, que ce soit sur D&D ou n'importe quel autre jeu de rôle, que vous aimiez les ambiances horrifiques ou les délires bon enfant, on trouve aujourd'hui des parties de jeux de rôle filmées pour presque tous les goûts. Et parmi le quintal d'émissions disponibles, il y en a une qui laisse toute la concurrence loin derrière en termes d'audience, c'est Critical Role. Critical Role, where a bunch of us nerdy-ass voice actors sit around and play Dungeons & Dragons. Ok, petit retour 10 ans en arrière. Liam O'Brien et Sam Riegel sont deux comédiens de doublage américains qui animent ensemble un podcast. All work, no play. Et durant l'épisode de décembre 2012, ils discutent de Donjons & Dragons. You will get to hear about us playing pen and paper Dungeons & Dragons, Dungeons and Dragons. We're doing D&D. We're going back to the 80s. Alors Sam y connaît absolument rien, mais Liam a beaucoup joué quand il était au lycée, et à l'occasion de son anniversaire, il a demandé à un autre comédien de doublage avec qui il travaille parfois, Matthew Mercer, qui est un rôliste de la première heure, de venir chez lui pour animer une partie de D&D. Pour l'occasion, ils vont être rejoints par d'autres comédiens du même milieu, Mary Charret, Laura Bailey, Travis Winningham, Taliesin Jaffe et Ashley Johnson. Ça devait être à la base juste un one-shot, c'est-à-dire une histoire condensée en une seule session, mais le jeu va tellement plaire à tout le monde que rapidement ça devient un rendez-vous régulier et le one-shot se transforme en campagne. Donc une histoire qui se suit de session en session avec des personnages qui montent en niveau. Et leur partie, elle continue chaque semaine dans leur salle à manger pendant 2 ans, jusqu'à ce qu'une autre comédienne de leur entourage, qui s'appelle Felicia Day, qui travaille alors pour la chaîne Geek & Sundry, entende parler de cette campagne et leur propose de filmer leur partie pour la retransmettre en live sur Twitch et YouTube. Et au début, le groupe, il est moyen chaud, parce que tout le monde se dit la même chose. Donjons & Dragons, techniquement, c'est juste un groupe de personnes autour d'une table qui causent et qui lancent des dés.
Qui c'est qui va regarder ça de manière hebdomadaire sur plus de 4 heures d'affilée? Critical Role, c'est un phénomène à la Taylor Swift à l'échelle du jeu de rôle. Quand ils sont invités à la Comic-Con, la file d'attente pour les voir fait le tour du quartier. Quand ils lancent leur nouvelle campagne, le premier épisode est retransmis en direct dans les salles de ciné américaines. Quand ils annoncent un live en Angleterre, les fans viennent de l'autre bout de l'Europe pour remplir les 12 500 places de la Wembley Arena. Et quand ils lancent un financement participatif pour produire un dessin animé de 30 minutes sur les personnages de leur campagne, ils se font tellement inonder de pognon par les fans que ça en devient une série de plusieurs saisons sur Amazon Prime. Et je rappelle qu'on parle toujours d'une émission de jeu de rôle papier. C'est pas du Minecraft, c'est pas du Fortnite. On regarde 8 nerds autour d'une table qui jouent à un jeu de société vieux de 50 ans sur des sessions de 3 à 5 heures d'affilée, et ils ont fait de ce concept bancal la chaîne la plus lucrative de l'histoire de Twitch. Pourtant, c'est loin d'être le premier actual play à avoir été diffusé sur internet, c'était clairement pas non plus celui qui avait le plus de budget, surtout au début. Alors comment on explique le phénomène mondial qui est devenu cette émission? What's your name, by the way? I'm Jester. Do you have a name? I don't think so. You want to give me one? Yeah. Henry. I'm Henry. Henry Crabgrass. Henry Crabgrass. Alors oui, il y a le fait que ce soit tous des comédiens professionnels, et donc se mettre dans la peau d'un personnage, c'est leur taf, ça donne à leur moment de roleplay un côté très agréable à regarder. Il y a aussi le fait que leur maître du jeu est incroyablement bon dans son rôle, qu'il a un style très cinématique, ce qui là aussi rend la partie plus intéressante à suivre, même pour quelqu'un qui ne connaît pas le jeu. Mais c'est pas la seule émission avec d'excellents MJ qui font jouer des comédiens. C'est 2 points importants qui contribuent au succès. Mais selon moi, il y a un truc qui vient vraiment lier le tout, et pour l'expliquer, je vais me contenter de vous montrer l'un de mes extraits préférés de tout Critical Role. Yeah, let's throw down just a big old fireball. Alrighty. Bum, 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 bum. 20-foot radius. You'll shake my nerve. And you ran on my brain. But rocket love doesn't make it sing. You broke my will. Oh, what a thrill. Goodness gracious. Balls of fire. And with that, for the sake of brevity on this stand. Avant d'être un actual play, avant d'être le phénomène mondial qu'on connaît, Critical Role, c'est une bande de potes. C'est des amis hyper soudés qui rigolent aux mêmes blagues, qui ont les mêmes références, qui jouaient déjà ensemble bien avant de rajouter des caméras à leur partie, qui partagent le même métier et la même passion pour raconter des histoires et passer du bon temps ensemble. How do you smell? I smell like a crayon. Et ça, c'est mis en valeur par une production minimaliste. Il n'y a pas de montage dans Critical Role, la partie elle est filmée plus ou moins d'une traite, il n'y a pas d'effet sonore en cours de partie, il n'y a pas d'interaction avec le chat. Toute l'émission essaye de retransmettre cette impression d'avoir été invité dans une simple partie de jeu de rôle à la maison, avec une bande de potes qui jouent de manière détendue et décomplexée. Alors je sais, dit comme ça fait très animé japonais, et ça pourrait donner l'impression que j'essaye de vous faire croire que Critical Role est l'actual play le plus populaire au monde grâce au pouvoir de l'amitié, sauf que... ouais, c'est exactement ça. And I'm so thankful for all the time that we got to build up in this and have our Mimosa Sundays playing in Lord Travis's house, or ushering everyone over to our tiny apartment again to play, and just watching all the pretenses of industry and business fall away. And in this space, we were just a bunch of doofy people making things up, rolling dice, and just enjoying a good, 6-8 hour weekend day together before going back to the rest of our responsibilities. I had a group of best friends that played a silly fantasy game together, and it turned into a business, but really it was just an excuse for us to keep hanging out with each other forever. Aussi cliché et ridicule que ça puisse paraître, cette amitié elle est née parce que pendant des années, ces adultes, avec chacun une bonne carrière et probablement plein d'autres trucs importants à faire de leur vie, ils ont fait le choix de se retrouver au moins une fois chaque semaine pour imaginer ensemble une histoire, avec des donjons et avec des dragons. Et juste en causant autour d'une table et en lançant des dés de toutes les couleurs, et en s'aidant de quelques cartes tracées au feutre noir, de figurines en plastique et de décors en résine, ils ont traversé ensemble des contrées dangereuses, ils ont affronté des monstres terrifiants, ils sont montés en niveau,
Ils ont trouvé des trésors, ils ont appris à se connaître, ils se sont fait des amis, ils en ont perdu aussi, ils ont pleuré parfois, ils ont rigolé souvent. Et au fil des parties, ils ont écrit ensemble la légende de Kyleth, la druidesse de Mielf, de Grog, le barbare Goliath, de Pike, la claire gnome, de Vaxildan et Vexalia, les jumeaux de Mielf, de Percy, le guerrier humain, de Scanlan, le barde gnome, qui forment tous ensemble le groupe des Vox Machina. À la fin de l'année 2017, ça fait 4 ans que dure la première campagne de Critical Role, ce qui veut dire que ça fait plus d'une centaine de sessions de 4 heures filmées en live, plus on ne sait combien de parties jouées dans l'intimité de leur appart avant cela, que les membres de Critical Role incarnent ces mêmes personnages. Et en octobre de cette année-là, ils s'apprêtent à leur dire au revoir. Parce que toutes les bonnes choses ont une fin, parce que terminer une campagne, c'est s'offrir la possibilité de créer de nouveaux personnages et de raconter une nouvelle histoire complètement différente, et parce qu'après avoir voyagé aux 4 coins du monde, affronté un conclave de dragons vénérables, libéré des cités, envahi de morts vivants et atteint le niveau 20, le plus haut niveau possible dans Donjons & Dragons 5ème édition, il est temps de conclure en beauté. À ce stade de la vidéo, faut que je prévienne que je vais forcément spoiler comme un gros bâtard des moments importants de la fin de la première campagne de Critical Role, qui est en train d'être adaptée en série animée, donc pour les quelques-uns qui voulaient la regarder en entier et se garder la surprise, je vous laisse mettre la vidéo en pause, vous avez 430 heures de parties filmées à rattraper, et on se revoit juste après. Dans Donjons & Dragons 5ème édition, présenter un challenge à un groupe de 7 aventuriers niveau 20, c'est chaud. À ce stade du jeu, les personnages sont tous devenus des demi-dieux avec des pouvoirs complètement fumés. Ils peuvent ressusciter les morts, bannir leurs ennemis dans un autre plan d'existence, voire altérer la réalité autour d'eux. Donc en tant que maître du jeu, ça suffit plus de juste envoyer un gros dragon ou un couple de vampires. Et c'est pour ça que pour conclure sa campagne, Matthew Mercer a prévu de sortir l'artillerie lourde. Il y a un nom que tous les amateurs de Donjons & Dragons connaissent, qui suscite l'effroi depuis la création du jeu, qui fait comprendre même aux joueurs le plus expérimentés que les choses sérieuses ont commencé. Ce nom, c'est Vecna. Bien longtemps avant d'être le saucisson fripé de Stranger Things, Vecna, c'était même pas le nom d'un vrai personnage du jeu, c'était juste une légende. Un nom accolé à 2 objets magiques surpuissants que les aventuriers pouvaient espérer se procurer, un œil et une main cadavérique, tout ce qu'il restait d'un ancien et mystérieux magicien maléfique. Posséder ces objets, c'était accéder à un fragment de son antique pouvoir, mais au risque d'être lentement corrompu par l'influence du précédent propriétaire, et non, vous avez pas déjà entendu ça quelque part, c'est une histoire complètement originale, je vois pas de quoi vous parlez. Au fil du temps et des éditions, Vecna il a vu son histoire s'étoffer en devenant le premier magicien à découvrir le rituel de transformation en liche, selon certaines sources grâce au prince démon de la non-vie Orcus en personne, avant de gagner toujours plus en pouvoir et d'atteindre le rang de quasi-divinité. Et comme le pouvoir amène les convoitises, il s'est finalement fait trahir par le guerrier vampire Cass, son bras droit, qui lui a coupé la main gauche. Comme quoi, il aurait dû le garder à l'œil. Dans Critical Role, Vecna a été ramené à sa pleine puissance par de sombres rituels, il a récupéré son œil et sa main manquante et il menace à présent l'ensemble du monde d'Exandria. Il a transporté la cité abritant son quartier général depuis la dimension de l'ombre jusque dans le plan matériel, en la juchant sur le corps réanimé d'un ancien titan, et à la tête d'une armée qui semble invincible, il s'apprête à éliminer toute résistance lors d'une dernière marche vers la cité de Vasselheim. This last fight that we're going into is it's everything that we've been preparing for. We got the tools, we got the magic, we got the skills, we got the levels. Matt knows how to balance a fight, so I think we got a shot. I'm optimistic, as always. Le 5 octobre 2017, au cours du 114e épisode de la première campagne, et après plus d'une dizaine de sessions de jeu à remonter la trace de Vecna et à affronter ses sbires, le face-à-face final a lieu. Ce soir-là, entre Twitch et YouTube, c'est presque 100 000 viewers qui se retrouvent pour regarder l'ultime combat qui va durer plus de 5h30. Autour de la table, les visages n'ont jamais été aussi tendus parce qu'ils sont à l'aboutissement d'une partie de 4 ans qui s'apprête à affronter l'adversaire le plus dangereux de leur carrière de rôliste. Tout ça en live devant ce qui est probablement la plus grosse foule jamais rassemblée pour regarder une partie de jeu de rôle papier. Et si à ce stade de la vidéo vous vous dites « Ouais bon ça va, c'est un actual play, le maître du jeu il contrôle tout, il va pas les tuer en live, on sait bien qu'ils vont gagner », alors il faut qu'on ouvre une petite parenthèse. As you do, the head spins around, and it's going to attempt to bite you up into the air, and does so. Take 48 points of piercing damage, plus 9 points of fire damage. Your unconscious body is currently grappled and in its jaws. Please don't kill me at a live show.
And then it burrows underground. Évidemment, le but du maître du jeu dans D&D, c'est pas de jouer contre son groupe et de leur mettre une raclée, ce qu'il pourrait de toute façon facilement faire en présentant un challenge complètement déséquilibré. Mais Matt Mercer, il en est pas à sa première partie, et il sait aussi que pour qu'une campagne ait de l'enjeu, il faut que la possibilité de l'échec et la peur de voir son personnage mourir soient bien présentes. Il sait aussi que le maître du jeu est pas là pour décider qui vit ou qui meurt. Toi tu vis, toi tu vis, toi tu crèves. Il est là pour mettre en place un décor dans lequel ses joueuses et joueurs vont évoluer et ensuite arbitrer d'une manière qui paraisse impartiale les conséquences de leurs actions dans ce même décor. Et c'est pour ça que depuis que le groupe a commencé à jouer, lorsque les dés donnent la sentence, ou lorsqu'un joueur prend une décision complètement débile, genre sauter façon Pocahontas d'une falaise de 300 mètres sans réfléchir une seconde à l'atterrissage, The last minute I'm gonna go and turn into a goldfish. et ben rien à foutre que ton personnage y soit niveau 17 et que tu le joues depuis 3 ans. Tu vas prendre 100 d6 de dégâts de chute dans ta face et comme ça dépasse le double de ton total de points de vie, tu vas mourir instantanément. 363 points of damage. You are lying. No. By hitting rocks? By hitting rocks at terminal velocity at the it's d6 per 10 foot fallen. No! And just like it's a scatter of red mess and you just see her floating in the water. Quiconque a regardé Critical Role assez longtemps sait que quand les choses tournent au vinaigre pour les aventuriers, Matt Mercer, il est pas du genre à retenir les coups. Son job, c'est d'incarner les PNJ et les adversaires du monde auquel il donne vie, et le grand méchant, si t'es à terre devant lui, il va pas soudainement ressentir de la pitié. Il va t'achever d'une lame en plein cœur. C'est l'une des raisons pour lesquelles, à ce stade de la campagne, tous les personnages du groupe sont déjà morts au moins une fois. Alors oui, dans le Donjons et Dragons, il y a des moyens de ramener un coéquipier à la vie, c'est la raison pour laquelle jusque-là, personne n'a encore eu à recréer un nouveau personnage, parce qu'à chaque fois que l'un d'entre eux passe l'arme à gauche, le reste de l'équipe est prêt à traverser les 9 enfers pour ramener leur pote à la vie. Mais là encore, Matt Mercer a pas rendu les choses plus faciles, puisqu'il a lui-même créé des règles nettement plus strictes concernant la résurrection, en lui donnant une éventualité d'échouer, ce qui n'existait pas dans les règles de base de D&D. Une dizaine d'épisodes avant le combat final, les Vox Machina, ils ont déjà fait face à Vecna et ses sbires en tombant dans un piège tendu par la liche, et ils se sont fait meuler la tronche. Au cours du combat, Vex se fait one-shot par Vecna, suivi de Vax qui mange un sort de désintégration, et le groupe s'en tire de justesse grâce à un sort de Kiles pour les emmener en sûreté sur le plan de la féerie, et un contre-sort bien placé de Scanlan pour empêcher Vecna de bloquer leur téléportation. Alors Vex a été ressuscité par Pike, mais Vax, qui à cause de la désintégration ressemble désormais au contenu d'un sac d'aspirateur, ne peut être ramené à la vie par des moyens conventionnels. Fort heureusement pour lui, il était plus tôt dans la campagne devenu un champion de la Raven Queen, la déesse corbeau gardienne des morts, qui voit l'ascension de Vecna comme un danger, et qui après une longue négociation accepte de le faire revenir à la vie temporairement, jusqu'à ce que Vecna soit vaincu, après quoi Vax reviendra à ses côtés afin de la servir au royaume des morts pour l'éternité. Et donc lorsqu'arrive enfin le combat final contre Vecna, il arrive avec le souvenir d'une bonne grosse fessée encore bien récente et la garantie qu'au moins un d'entre eux ne vivra pas plus longtemps que la durée du combat. Pour vaincre Vecna, qui a entre-temps encore gagné en puissance, il suffit pas de simplement le faire tomber à 0 point de vie. Ils vont devoir l'affaiblir suffisamment pour réussir à lui planter dans le corps 3 pieux bénis par les dieux qu'ils ont dû fabriquer au préalable, avant de lire en entier les paroles du rituel de bannissement enfoui dans un grimoire sacré, tout ça au milieu des débris d'une tour en lévitation sur le dos d'un titan et en survivant aux assauts du lanceur de sorts le plus puissant qu'ils aient jamais affronté. Une mort certaine? Une faible chance de succès? Mais qu'attendons-nous? Il y a trop de moments épiques dans cette bataille finale pour tous les citer. Grog just vanishes in the battlefield. Gone. You watch as the space just closes around it. Il y a Grog, le barbare de Travis, qui met tellement cher à Vecna dans les premiers tours de jeu que ce dernier le bannit temporairement dans un autre plan d'existence et va ensuite cramer 3 résistances légendaires pour garder sa concentration sur le sort et l'empêcher à tout prix de revenir sur le champ de bataille. Il y a Will Friedle et Mary-Elizabeth McGlynn, 2 invités réguliers de Critical Role qui viennent prêter main forte au groupe et qui se font tous les deux one-shot après un seul tour de jeu. Et puis il y a Scanlan, le barde de Sam, qui pendant tout le combat va prendre le risque de rester en plein milieu de la ligne de feu pour systématiquement contrer les sorts de Vecna dans les moments les plus décisifs. Vecna is going to cast with his last 7th level spell, a 7th level banishment spell. I would like both Pike
and Grog to make charisma saving throws, please. Oh, but I counterspelled it at 8th level. Ooh. That's why I got closer, motherfucker. Mais le moment qui nous intéresse particulièrement aujourd'hui, il est dû à un joueur qui ne fait même pas partie de l'équipe officielle de Critical Role. Il s'appelle Joe, c'est probable que sa tronche vous soit familière, et avant de se pencher sur ce qu'il a fait de si marquant ce soir-là, faut déjà qu'on explique qui il est, et surtout, qu'est-ce qu'il fout là. You've seen my first guest tonight in True Blood, Magic Mike, and the post-credit sequence of Justice League. Please welcome Joe Manganiello. Si comme moi vous avez passé la trentaine, vous avez sûrement aperçu Joe Manganiello pour la première fois dans le Spider-Man de Sam Raimi, où il incarnait Flash Thompson. I don't want to fight you, Flash. I wouldn't want to fight me neither. Mais à la suite de ça, il s'est fait une jolie carrière à la télévision en jouant dans un bon paquet de séries, bien souvent dans des rôles mettant à profit son très gros bonus de charisme. Pour l'anecdote, il a aussi été le prétendant principal au rôle de Superman pour Man of Steel, avant de devoir renoncer pour cause d'incompatibilité de calendrier et d'être remplacé par Henry Cavill, un autre nerd au physique très énervant. Parce que oui, à la manière de Cavill qui passe la moitié de ses promos de films à transmettre son amour pour Warhammer 40 000 et l'univers de Games Workshop, et ben Joe, quand il n'est pas occupé à incarner des stripteaseurs et des loups-garous allergiques aux chemises, il a une grande passion que vous aurez deviné à ce stade. You are a long-time and intense fan of Dungeons and Dragons. Is that true? This is very true. L'histoire de Joe avec Donjons et Dragons, c'est la même que celle d'un très grand nombre d'amateurs de jeux de rôle à travers le monde. Il a découvert D&D quand il était ado, avec la célèbre boîte rouge de 83, il l'a poncé pendant des années, puis peu à peu, il a dû arrêter de jouer parce que la vie, le boulot, l'emploi du temps, tout ça. Sauf qu'un beau jour à Hollywood, alors qu'il avait déjà une carrière bien lancée, il s'est rendu compte à travers plusieurs conversations de couloir que dans les coulisses des studios et des milieux qu'il fréquentait, un peu caché comme un secret qu'on n'ose pas trop avouer, il y avait un paquet d'anciens rôlistes qui rêvaient de pouvoir jouer à nouveau. I would go to Sony to talk about some project, and the guy would like close the door, look down the hallway, and be like, I used to play when I was a kid. You know, like they're coming out to me. Et à partir de là, il a commencé à organiser chez lui, dans une cave à vin reconvertie en rêve mouillé de rôliste, une campagne de Donjons et Dragons à laquelle participent régulièrement un paquet de têtes connues, dont l'acteur Vince Vaughn, le catcheur The Big Show, les deux anciens showrunners de Game of Thrones, ou encore le guitariste Tom Morello. Et c'est à peu près à cette même époque que la chaîne Geek & Sundry et les membres de Critical Role ont commencé à organiser des actual plays un peu spéciaux, qui consistaient à faire jouer des célébrités le temps d'un one-shot, à l'occasion de la promotion d'un film ou d'un événement caritatif. Et parmi toutes les têtes connues qui sont passées à la table de Matt Mercer, ça semblait assez logique d'inviter Joe. C'est comme ça que l'équipe de Critical Role a fait connaissance avec son personnage fétiche. I'm Archon, the cruel, the red, dragonborn Oathbreaker paladin and worshipper of Tiamat. It's very rock and roll. C'est pas étonnant que le contact soit bien passé avec l'équipe et qu'il soit revenu jouer à plusieurs reprises. La grosse différence entre Joe et la majorité des célébrités invitées sur ce genre de partie, qui sont pas toujours très familières avec les règles d'un jeu de rôle sur table, c'est que Joe, il a pas besoin qu'on lui rappelle quel dé il faut lancer et quel modificateur il faut ajouter. I'd like the hellish rebuke. Il a fait ses armes sur les donjons les plus dangereux des premières éditions, donc il connaît son personnage à la perfection, il sait anticiper les pièges et il sait trouver des solutions que le maître du jeu n'avait même pas anticipées. I didn't quite realize to an extent of how much of a Dungeons and Dragons lineage he comes from. He's from old stock. He's been doing this for a while. You gotta love playing with those old school guys, and they like always get into it immediately. Yeah, he was great, and he's welcome at my table anytime. Maintenant, vous savez quand est-ce qu'on aurait bien besoin d'un bon vieux joueur hardcore à sa table ? Eh ben, quand on s'apprête à aller péter la gueule d'un dieu. Are you kidding? Le seul problème, c'est que Arcane, c'est un personnage qui est écrit comme ouvertement maléfique, qui a clairement pas comme priorité de sauver le monde. La motivation première de ce paladin, c'est de libérer la déesse des dragons maléfiques de la première strate des enfers où elle est actuellement emprisonnée. Alors comment tu l'intègres dans l'histoire d'un groupe de héros comme Vox Machina ? Eh ben, tu leur mets un ennemi commun. Au cours du 113e épisode, les Vox Machina, ils ont retrouvé un Arcane bien énervé venu venger la mort de son frère tué par les serviteurs de Vecna.
et la partie s'est terminée sur un cliffhanger, avec le groupe fonçant à la rencontre de la liche, pendant que Joe restait en arrière pour retenir un chevalier de la mort à lui tout seul. Get upstairs, I'll hold him off. Et c'est comme ça que lors du dernier combat final, après 3 heures d'affrontements intenses, You watch as a second gauntleted fist hits the side. No. And climbing up over the edge of one of these platforms, you see immediately the red scaled face and body of a heavily wounded but still living Archon. À ce stade du combat, Arcane, c'est la force de frappe qui manquait à Vox Machina pour faire pencher la balance de leur côté. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il va pas faire de la figuration. Il y avait déjà un barbare sur le terrain qui mettait des patates de l'espace, mais Joe vient montrer au groupe comment on joue un paladin et met 135 points de dégâts à Vecna en un seul tour. Et quand ce dernier relance un sort de bannissement pour virer Grog et Scanlan une nouvelle fois du champ de bataille, c'est à nouveau Arcane qui va lui tarter la face à répétition pour briser sa concentration et les ramener dans la partie. 2 and a 3. 2 and a 3? Yeah. Au bout de presque 5 heures de combat, le groupe commence à voir le bout du tunnel. Ils ont déjà planté l'un des pieux nécessaires au bannissement de Vecna, celui-ci commence à vraiment être amoché, et donc il va faire ce que tous les méchants intelligents font lorsque les choses tournent en leur défaveur. Il va tenter de se barrer. Vecna is going to go ahead and through the hand of Vecna begin to attempt to teleport. No! No! Et là, c'est la panique. Parce que s'il se barre, c'est terminé. Il aura le temps de se regrouper, de se réorganiser, il pourra lever une nouvelle armée, ça veut dire que la campagne continue contre un adversaire qui semblait déjà invincible, et à ce stade, il y a peu de chances pour que l'histoire se termine bien. Et pour la 4e fois, depuis le début du combat, c'est Scanlan, le personnage de Sam, qui a la solution. Is it worth it? Keep him here? Yeah, he's running away. Yeah, he's trying to run away. Trying to teleport away. Sentient beings try to get away when you're done. Okay. 26. Are you trying to counterspell? I'll counterspell. Okay. Shit. Never mind. What level? 9. Oh! À ce stade de la vidéo, faut que je vous avoue un truc. Si jusque-là j'ai passé autant de temps à poser du contexte et à vous bassiner avec l'histoire de Critical Role, c'est en grande partie pour que vous puissiez comprendre ce qui se joue à cet instant précis. Parce que ce moment, avec la mâchoire de Matt qui drop d'un coup quand Sam annonce le niveau de son sort, il est non seulement indispensable pour comprendre ce qui va se passer ensuite, mais c'est aussi l'un des moments les plus mémorables de toute l'histoire de Critical Role. Dans les règles de Donjons et Dragons, la magie, elle est divisée en niveaux de sorts. Ça va du niveau 0 au niveau 9. Pour donner un exemple très concret, avec un sort de niveau 0, tu crées une petite flamme dans ta main, avec un sort de niveau 1, tu crames tous ceux qui sont devant toi, avec un sort de niveau 3, tu fais péter tout un quartier, et avec un sort de niveau 7... Maintenant, vous vous rappelez la scène dans Infinity War où Thanos balance une putain de planète sur les Avengers ? Ça, c'est un sort de niveau 9. Yeah, it's a bit much. Et depuis le début du combat, Vecna, il leur a déjà envoyé ça 2 fois sur la tronche, parce que c'est un dieu et que des sorts de niveau 9, il en a plusieurs en réserve. Sauf que pour les aventuriers, c'est pas la même. Dans le groupe, seuls Keyleth, Pike et Scanlan ont accès à ce niveau de sort, et évidemment, ils en ont qu'un seul chacun en réserve. Pike a déjà utilisé le sien pour remettre tout le monde full vie après la première nuée de météores, et pareil pour Keyleth qui s'en est servi pour se transformer en planétar, l'un des types d'anges les plus vénères de D&D. Scanlan, c'est le seul membre du groupe à avoir accès au sort le plus puissant de Donjons et Dragons, le sort Souhait. C'est un sort débilement dangereux qui peut très mal tourner s'il est mal utilisé et qui ne permet pas de gagner le combat à lui tout seul, mais dans les mains d'un joueur intelligent comme Sam, ça reste un atout redoutable qui peut complètement renverser l'issue de l'affrontement s'il est placé au bon moment. Maintenant, au moment où Vecna tente de s'enfuir, on en est à presque 5 heures de combat. Tout le monde est crevé, les réserves de magie sont au plus bas, chaque membre du groupe a déjà cramé presque toutes ses capacités spéciales, donc la stupeur du groupe à ce moment-là, et la tronche de Matt quand il réalise ce qui est en train de se passer, c'est pas juste que Scanlan vient de dépenser son seul sort de niveau 9 pour lancer contre-sort et bloquer à coup sûr la téléportation de Vecna. Well, that definitely works. C'est que, après 5 heures d'affrontement intense, Sam n'avait toujours pas utilisé son sort le plus puissant. Et quand on revoit le moment où Matt annonce que Vecna va s'enfuir, au moment où tout le monde panique, où tout le monde essaye de faire l'inventaire de ce qui reste en réserve pour contrer cette téléportation, Sam, comme les autres, il a presque plus rien en réserve, mais il le fait bien comprendre.
Ce dernier sort de niveau 9, il ne peut pas l'utiliser, il ne veut pas l'utiliser. Et quand il comprend finalement que le combat se joue sur ce moment précis, c'est vers son pote Liam qui se tourne. Keep him here? Yeah, he's running away. Yeah. Shouldn't run away. Shouldn't teleport away. Cynthia being try to get away when you're done. Okay. 26. Are you trying to counterspell? I'll counterspell. Okay. Oh, shit. Never mind. What level? 9. Oh. 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 Et malgré le fait qu'avec cette seule action, il vient de sauver toute la partie, pendant que tout le monde se réjouit et que le combat continue, Sam, le comique de service depuis les débuts de Critical Role, le barde qui chante des chansons rigolotes pour inspirer ses coéquipiers, celui qui 4 ans plus tôt, quand ils avaient commencé D&D, avait demandé à Liam comment faire le personnage le plus ridicule possible, pour la première fois, Sam s'effondre. Pourquoi ? Parce qu'il voulait sauver Vax. Parce que pendant que tout le monde était concentré sur le combat qui avait lieu, Sam il avait déjà anticipé ce qui allait se passer après, lorsque la déesse des morts viendrait chercher son champion. Parce que pour tenter l'impossible, il voulait que son sort de souhait soit disponible à ce moment-là, et que pour ça il était prêt à affronter Vecna sans jamais utiliser son atout le plus puissant. Parce que, après 4 ans à jouer ensemble, il y avait un truc qui comptait plus que de battre le boss final. C'était de sauver le personnage de son meilleur pote. Can I just be the worst? What's the worst? I'll be the worst character. Well, Is you that could be like a gnome? Sure, what's that? Well, it's just a small person, a very small person. So it's just a short guy. Yeah. Then you have to pick A class. A class. Ranger, paladin, wizard, bard. Ooh. You'll have like a lute or a mandolin, and you'll play Do it. I fight with this thing? Occasionally, but more you strum your guitar, and it inspires us all and gives us bonuses or makes us feel better. Were you hoping to die in like one session so you could come back? Well, we were all gonna just play once for his birthday, and then that was it. So I was like, yeah, I'll just be a dumb character. And then it turns out I'm the best one. Liam, 38. thanks for introducing me to Dungeons and Dragons. Do you like it? I'm getting to like it. Pour citer l'un des commentaires qu'on trouve en dessous de la vidéo de cet épisode, ce soir-là, quand 6 personnes marchèrent au combat contre un dieu, le 7e était prêt à en affronter 2. See, Scanlan, it's your turn. Chapter 1. The rites of banishment are ancient and powerful. They cannot be stopped by anyone, not even a god. I read powerfully and strong. Depuis que l'équipe a commencé à jouer ensemble, Matthew Mercer a instauré une petite tradition. Une tradition qu'il est loin d'avoir inventée, mais qu'il a rendue très populaire, qui a ensuite été reprise par un très grand nombre de maîtres du jeu, le fameux How do you want to do this? Quand une joueuse ou un joueur vient porter le coup final à un adversaire important, au lieu de simplement dire « bon ben il tombe à 0 point de vie et vous avez gagné », cette question elle est là pour dire « ok, je te laisse décrire de la manière que tu veux la scène épique où tu achèves le monstre et tu mets fin au combat ». Comme c'est synonyme de victoire, c'est généralement accompagné de ce genre de réaction. How do you want to do this? Mais ce soir-là, à minuit 30, après 5h30 de lancer de dés acharnés, après avoir planté 2 des 3 pieux nécessaires et fait cramer toutes ses résistances légendaires à l'avatar divin de Vecna, dans la réaction du groupe, il y a autant un mélange de peine et de soulagement que de joie. How do you guys want to do this? Parce que même si ça veut dire que leur campagne va bien se terminer, et accessoirement qu'ils vont pouvoir aller se coucher aussi, c'est aussi un dur rappel que malgré cette victoire, Vax n'en a plus pour longtemps. Et donc après que Matt ait fini d'écrire la disparition de Vecna, enfin banni pour toujours du monde d'Exandria, dont il ne reste plus comme trace que son antique main tombée au sol, et bien la seule chose qui compte pour les Vox Machina à ce moment-là, c'est d'être avec leurs potes dans ces derniers instants. C'est pour ça que ça n'alerte personne quand Arcane, le seul personnage extérieur au groupe, s'approche de la main de Vecna pour finir le travail. And it's time to destroy this thing once and for all. I kneel down. And I place the hand on the ground. And I raise my axe above my head.
and I say a prayer to Tiamat. And I bring the axe down and chop my hand off, put Vecna's hand on, use my healing pool to heal, and teleport out. I'm sorry, it was just business. Till we meet again. Wait, what? Did we just get janked? I think that actually works. We just got robbed. We just got rolled. It's hard to get out of here, isn't it? You guys watch We just got as rolled. Archon Pretty tight. See you in the next campaign. Il y a tellement de raisons pour lesquelles ce moment est devenu légendaire. Primo, pour ceux qui se posent la question, est-ce qu'il a le droit de faire ça en jeu? Est-ce que dans les règles ça fonctionne? Alors... Let's go. Une action pour se trancher la main, une action gratuite pour interagir avec la main de Vecna, celle-ci s'harmonise automatiquement une fois appliquée. L'imposition des mains n'est pas utile, c'est juste pour la beauté du geste. Une action pour utiliser 3 charges de la main et lancer téléportation. Tout le monde subit l'effet surprise pour un round, donc pas de réaction possible. Tout est en règle. Merci. De rien. Au revoir, monsieur, dame. Deux yeux, et si on oublie les règles un instant, c'est surtout un moment qui non seulement correspond parfaitement au personnage maléfique qu'est Arcane, mais qui en plus ne gâche rien, ni au dénouement de la campagne, ni au plaisir des autres personnes à sa table. That was amazing. Okay, that just happened. D'habitude, le gros problème d'un personnage maléfique au sein d'un groupe de héros, c'est que D&D, c'est un jeu collaboratif, dans lequel tout le monde est censé travailler ensemble, qui est pas du tout fait pour de la confrontation entre personnages joueurs, ce qui veut dire que la plupart du temps, si tu mets quelqu'un qui a des motivations inverses à celles du reste du groupe, le seul truc que tu risques de créer, c'est une sale ambiance autour de la table. Mais avant de commencer la partie, Matt et Joe, ils avaient discuté ensemble de ce qui pouvait être les motivations d'Arcane pour s'allier au Vox Machina. Et en plus du prétexte de vengeance, ils étaient tombés d'accord sur le fait que Arcane cherchait à récupérer la main de Vecna pour ses intérêts personnels. Et l'avantage, c'est que la main de Vecna, à ce stade de la campagne, personne n'en avait plus rien à péter. Ce moment-là, dans un contexte différent, ça aurait pu être vu comme un gros lourd qui gâche la fin de partie en se barrant avec un objet précieux que tout le groupe voulait. Typiquement, si ça avait été dans World of Warcraft, j'aurais même pu me contenter de dire il y a un palouf qui a ninja loot un légendaire sur le boss final à vendre des groupes et faire bébule pierre de foyer. What? Mais là, c'est juste Joe qui, alors que le groupe est déjà passé à autre chose et s'apprête à dire au revoir à Vax, fait une action stylée, méticuleusement préparée et parfaitement exécutée, qui gâche pas l'histoire mais qui au contraire l'enrichit pour tout le monde, avant de s'éclipser avec classe et de laisser le reste du groupe terminer leur campagne tranquillement. There were so many factors that had to fall into place in order for that hand to become available. Any way I did the calculations, the only way I was possibly going to get away was chopping off my own hand and putting the hand of Vecna on. Like, why would I not do that anyway? I mean, and from a cinematic standpoint, there's no more cinematic moment than that. Qu'est-ce qui s'est passé après? Eh ben, l'équipe de Critical Role a terminé sa campagne, une semaine plus tard, lors d'un ultime épisode pendant lequel ils ont dit au revoir à Vax pour de bon et ils ont conclu l'histoire de chaque personnage. Matthew Mercer et Marie Charret se sont mariés, et pour l'occasion, ils ont invité Joe et son épouse de l'époque, l'actrice Sofia Vergara, qui est pas du tout une amatrice de jeux de rôle, ce qui fait qu'elle a pas bien compris pourquoi sur place, il y avait une foule de rôlistes qui faisaient presque la queue pour féliciter son mari pour une histoire de main magique volée. Et puis surtout, il y a Chris Perkins et Adam Lee, deux développeurs bien connus de Donjons & Dragons, qui sont venus trouver Joe pour lui dire « Mec, notre prochaine aventure officielle, elle va avoir lieu en Averne, l'endroit où se trouve entre autres Tiamat, la patronne de ton personnage. Ça te dirait pas qu'on inclut Arcane, avec sa nouvelle main cadavérique, quelque part comme personnage non joueur? Ça serait facile de faire le cynique et de penser que cette proposition, ils l'ont fait à Joe juste parce qu'il est célèbre. Un peu comme de la pub facile pour vendre leur nouvelle campagne. Sauf que déjà, quitte à faire de la pub, il y a des célébrités nettement plus connues que Joe Manganiello qui joue à Donjons & Dragons. Et puis surtout, la seule trace visible de cette collaboration, c'est une petite mention dans les crédits de première page. C'est pas comme s'ils avaient mis sa tronche en couverture du bouquin. Est-ce que Arcane est vraiment entré dans la légende juste parce qu'il a volé la main de Vecna? Non. C'est un move très cool qui a marqué tout le monde ce soir-là, mais ce genre de moment marquant, c'est pas si exceptionnel que ça dans une partie de jeu de rôle. Demandez à n'importe quel rôliste de vous citer le moment le plus épique qu'il ait jamais vécu au cours d'une session, et vous entendrez des histoires qui, même si elles impliquent pas des comédiens professionnels et des maîtres du jeu dont c'est le métier, auront laissé une empreinte tout aussi marquante dans la mémoire des personnes qui jouaient ce jour-là. Ils vous parleront de Laurent Sorceleur, qui est mort en héros en tentant de faire chuter le boss final dans un gouffre, ou de leur barbare qui a plongé dans un puits sans fond pour sauver sa pote qui se faisait enlever par des araignées géantes. Le truc, c'est que c'est compliqué de raconter une partie de jeu de rôle. Ce qui est quand même paradoxal pour un jeu dont le but c'est de raconter une histoire. Parce que pour revenir un moment sur le combat contre Vecna, au final,
je peux bien avoir mis du montage et de la musique épique, si après cette vidéo vous allez regarder l'épisode en entier, bah ça reste 5h30 de gens qui lancent des dés, font des maths, bougent des figurines en plastique et surtout qui racontent une histoire qui se passe que dans leur tête. Dungeons & Dragons, for people who know, I mean, it's so crazy to say, but it's just you'd sit there just rolling dice. Présenté comme ça, c'est pas étonnant que votre collègue de boulot vous regarde avec des yeux bizarres quand vous essayez de lui expliquer votre dernière partie de jeu de rôle. Et encore moins étonnant que pendant si longtemps, ce loisir soit resté aussi mystérieux pour le grand public qui voyait ça comme un truc étrange joué dans des caves par des boutonneux asociaux. Vous savez ce que c'est la remarque que Joe se prend le plus quand il parle de Donjons et Dragons? C'est qu'il ressemble pas à l'idée qu'on se fait d'un joueur de D&D. Are you kidding? Well, you don't look like a nerd. What does a nerd look like? I think you're looking at him. Like, a nerd is me. Sauf que Joe, avant de ressembler à ça, il a été un ado maigrichon qui faisait du jeu de rôle à une époque où c'était pas socialement accepté. Et aujourd'hui, à chaque fois qu'un micro lui est tendu, au lieu de botter la balle en touche, il en profite pour rappeler que s'il est aujourd'hui un acteur, c'est parce que enfant, il avait découvert le plaisir d'incarner un personnage en lançant des dés avec des potes. Et parmi les gens avec qui il joue, ouais, il y a des nerds à lunettes, mais il y a aussi des athlètes professionnels qui te soulèvent d'une main, il y a des scénaristes et des réalisateurs qui ont découvert les bases du storytelling en jouant, il y a des personnes autistes qui apprennent à interagir socialement grâce au jeu, il y a des gamins bloqués à l'hôpital qui, le temps d'une aventure imaginaire, peuvent oublier leur maladie, il y a des actrices, il y a des musiciens, il y a toutes les professions, tous les genres, toutes les origines. Being a lifelong fan and being in the position that I am, you know, I want people to see it the way that I do, which are they're just these amazing fantasy stories. Je pense qu'à ce stade, vous aurez compris que si j'ai raconté l'histoire de Joe et de Critical Role, c'est pas juste pour ce qu'ils ont fait en jeu le soir du combat contre Vecna. C'était une partie mémorable, mais j'aurais pu raconter n'importe quelle autre partie d'actual play un petit peu épique. Et je suis sûr que les personnes qui suivent Aventure ou Roll and Play ont dû avoir des souvenirs tout aussi mémorables que ça. All these little pockets of narrative are wholly unique and special to the people that are there in that moment, and then it's gone. It's, I don't know, it's a beautiful form of art to me. C'est difficile de transmettre à un débutant ce que peut être le jeu de rôle, parce que quand vous avez jamais eu l'occasion de vous faire happer par une histoire et par l'ambiance d'une partie, c'est difficile de comprendre pourquoi un groupe de personnes peut s'exciter autant sur un simple jet de dés. Et en racontant cette histoire, c'est ce que j'ai humblement essayé de retranscrire. Et si vous êtes toujours là après 3/4 d'heure de vidéo, j'ose espérer que ça a plus ou moins marché. Et même si je pense pas que les membres de Critical Role et Joe Manganiello soient devenus des légendes parce qu'ils ont leur série animée ou leur personnage dans une aventure officielle, je pense qu'ils le sont devenus parce qu'il y a pas si longtemps, à travers leurs histoires et leur enthousiasme pour le jeu, ils m'ont donné envie, comme à des milliers d'autres personnes, de m'essayer à ce loisir et de trouver des gens avec qui partager des histoires. I'm just such a deep believer in what Dungeons & Dragons and, at the end of the day, storytelling can be. And that's why I love this little show. It's the stories behind the storytellers. Like, what everyone is still doing on the show is still just telling stories. And those stories can deeply impact people. It's become a trigger point for a lot of people to then go off and create their own narrative. There isn't a lot of media out there that inspires and lifts the consumer or the viewer to do the same. But role-playing games do that. You can literally watch an episode and go, that's cool, I want to go do that. Go buy a couple books, and by Saturday, have the exact same experience with you and your friends. And there's no other form of media I really know of other than gaming that lets you do that. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo en entier, j'espère qu'elle vous aura plu. J'ai fait cette vidéo à la base pour pouvoir montrer ça à mes parents et à mes proches qui sont pas forcément dans le milieu du jeu de rôle et pour essayer de leur faire comprendre pourquoi est-ce que je passais autant de temps à me concentrer sur ce sujet. C'est plusieurs mois de travail pour
pour terminer cette vidéo qui a pris beaucoup trop de temps et qui a pris beaucoup trop de retard. Donc un immense merci à tous ceux qui m'ont poussé à la continuer, à toutes les personnes qui m'envoient des messages sur TikTok ou sur YouTube et qui m'ont poussé à persister. Si vous voulez voir d'autres vidéos du même genre sur cette chaîne, n'hésitez pas à la partager, à l'envoyer au plus grand nombre autour de vous. Et puis encore merci de suivre ces vidéos et puis de partager le jeu de rôle autour de vous. Et puis je vous dis à très bientôt.